Maintenant, vous n'existez plus. C'est ce qu'a dit mon fils en déchirant nos papiers d'identité sous mes yeux. J'ai commencé à crier, désespéré. Mais mon mari Bastien a simplement sorti son téléphone portable, montré une photo et demandé calmement « Tu en es sûr ?» Quand Louis a vu cette image, il est tombé à genoux. Ce soir-là, j'ai compris qu'une mère peut tout donner et recevoir la pire des trahisons en retour. Mais j'ai aussi compris que la vérité finit toujours par se révéler, même celle qu'on a gardée cachée pendant 35 ans. Je m'appelle Luna Navarro. J'ai 71 ans. Et ce que je vais vous raconter n'est pas seulement l'histoire d'un fils qui a voulu effacer ses propres parents. C'est l'histoire d'un secret, d'une photo et d'une justice que personne n'attendait. Tout a commencé par un simple dîner de famille. Un dîner comme tant d'autres, avec la nappe blanche que je repassais toujours avec soin, les assiettes en porcelaine héritées de ma belle-mère et ce petit bouquet de pivoine que j'avais acheté le matin même au marché de Sèvres. Bastien et moi vivions dans un appartement modeste mais lumineux du 15e arrondissement. 3 pièces avec vue sur une cour intérieure où poussait un vieux tilleul. Nous n'étions pas riches, mais nous avions toujours vécu dignement. Lui travaillait dans l'administration publique, un poste discret dont il parlait peu. Moi, j'avais été secrétaire avant de devenir mère au foyer quand Louis est né. Louis, mon fils unique, l'enfant que j'avais porté avec tant d'amour, que j'avais bercé pendant des nuits entières quand il faisait ses dents, que j'avais accompagné à chacun de ses pas. Il avait 35 ans maintenant, marié à Chloé depuis 8 ans, 2 enfants, Emma, 7 ans, et Jules, 4 ans. Il dirigeait une petite entreprise de consulting qui marchait plutôt bien. Assez bien, en tout cas, pour qu'ils achètent un pavillon à Rueil-Malmaison avec jardin et piscine. Nous ne le voyions plus beaucoup. 1 fois par mois, peut-être. Parfois moins. Chloé trouvait toujours notre appartement trop petit pour les enfants. Elle disait que les escaliers étaient dangereux, que le quartier était trop bruyant. Alors c'était toujours nous qui nous déplacions chez eux. Mais ce soir-là, Louis avait insisté pour venir dîner chez nous. Seul. « J'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important », avait-il dit au téléphone. J'avais senti une pointe d'inquiétude dans sa voix. Bastien, lui, n'avait rien remarqué. Ou peut-être avait-il fait semblant. J'avais préparé son plat préféré, un bœuf bourguignon que je laissais mijoter pendant des heures avec des carottes fondantes et des oignons grelots. L'odeur emplissait tout l'appartement. J'avais même acheté cette tarte aux pommes qu'il adorait quand il était petit, chez le pâtissier de la rue Le Courbe. Louis est arrivé à 19h précises. Il portait un costume sombre, une chemise blanche sans cravate. Il avait l'air fatigué, tendu. Il m'a embrassé rapidement sur la joue. Puis il a serré la main de son père. Pas d'accolade, juste une poignée de main froide, presque professionnelle. Nous nous sommes installés à table. J'ai servi le vin. Bastien a levé son verre. « Faille ? À ta santé, mon fils. » Louis n'a pas trinqué. Il a posé son verre sans y toucher. « Papa, maman. Il faut qu'on parle. » Son ton était sec, glacial même. J'ai senti mon estomac se nouer. Chloé et moi, on a pris une décision importante. On va s'installer au Canada. Vancouver. J'ai reçu une offre professionnelle exceptionnelle. On part dans 3 mois. Le silence s'est abattu sur la table comme une chape de plomb. 3 mois. Le Canada. À des milliers de kilomètres. Mais... Et les enfants ? Ai-je murmuré. Leur école, leurs amis, ils s'adapteront. A-t-il coupé. C'est une opportunité unique, pour toute la famille. J'ai regardé Bastien. Il fixait son assiette, les mâchoires serrées. Et nous ? Ai-je demandé d'une voix tremblante. On ne vous verra plus ? Emma et Jules ? Louise a soupiré. Un soupir d'agacement, comme si j'étais une enfant qui ne comprenait rien. Vous pourrez venir nous voir, de temps en temps, de temps en temps. Comme on visite des connaissances éloignées. Quelque chose s'est brisé en moi à cet instant. Mais j'ai ravelé mes larmes. J'ai souri. J'ai fait ce que j'avais toujours fait. J'ai mis ma douleur de côté pour ne pas faire de vagues. Puis Louis a ajouté quelque chose qui m'a glacé le sang. D'ailleurs, il faut qu'on règle certaines choses avant notre départ. Des questions pratiques. Il a sorti une enveloppe de sa sacoche en cuir. Vous avez une procuration sur mon ancien compte joint, celui que j'avais ouvert quand j'étais étudiant. Je voudrais que vous la rendiez. Et puis... Il a hésité une seconde. Il y a aussi la question de l'héritage de grand-mère Navarro. Ma belle-mère était décédée 2 ans plus tôt. Elle nous avait légué un petit studio à Vanves que nous louions. Les revenus n'étaient pas énormes, mais ils nous permettaient d'arrondir nos retraites modestes. Ce bien devrait me revenir maintenant, a continué Louis. Je suis l'unique descendant direct. Juridiquement, c'est logique.
Vous en avez profité assez longtemps. Profiter. Ce mot résonnait comme une gifle. Bastien m'a reposé son verre lentement, très lentement. Louis, a-t-il dit d'une voix basse que je ne lui connaissais pas, ta grand-mère nous a légué ce studio à ta mère et moi. C'était sa volonté. Peut-être, mais c'était il y a 2 ans. Les choses changent. Moi, j'ai une famille à charge. 2 enfants. Des projets. Vous êtes retraité. Vous n'avez plus besoin de grand-chose. Je n'en croyais pas mes oreilles. C'était mon fils qui parlait. Mon Louis. Celui que j'avais allaité, élevé, consolé après chaque chagrin d'amour. Et si on refuse ? A demandé Bastien. Louis a souri. Un sourire froid. Alors je ferai valoir mes droits devant un notaire. Et croyez-moi, je gagnerai. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous ? Avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez ? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Le reste du dîner s'est déroulé dans un silence pesant. Louis a à peine touché à son assiette. Il est parti avant le dessert. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je fixais le plafond, les yeux grands ouverts, en me demandant où j'avais échoué en tant que mère. Bastien, lui, était assis dans le salon. Je l'entendais tourner les pages d'un vieux carnet. Un carnet qu'il gardait dans le tiroir de son bureau. Un carnet que je n'avais jamais ouvert. Les semaines qui ont suivi ce dîner ont été les plus étranges de ma vie. Louis ne nous appelait plus. Il ne répondait pas à mes messages. Quand j'essayais de joindre Chloé, elle me disait qu'ils étaient occupés avec les préparatifs du départ. Vous comprenez, Luna, c'est beaucoup de choses à organiser. Les visas, l'école des enfants, la vente de la maison. Ils avaient déjà pris leur décision, sans même nous en parler vraiment. J'aurais voulu voir mes petits-enfants une dernière fois avant leur départ, les serrer dans mes bras, leur dire que leur grand-mère les aimait, qu'elle penserait à eux tous les jours. Mais Louis trouvait toujours une excuse. Bastien, lui, ne disait rien. Il continuait sa vie comme si de rien n'était. Le matin, il prenait son café noir dans la même tasse ébréchée qu'il utilisait depuis 20 ans. Puis il sortait faire sa promenade quotidienne jusqu'au parc Georges Brassens. Il achetait le Figaro au kiosque, s'asseyait sur son banc habituel près de la roseraie et lisait pendant 1 heure. Moi, je tournais en rond dans l'appartement. Je faisais le ménage 3 fois par jour. Je lavais des carreaux déjà propres, je rangeais des placards déjà rangés. Un après-midi, alors que Bastien était sorti, j'ai ouvert le tiroir de son bureau. Le carnet était là. Un vieux carnet en cuir marron, usé au coin, avec une sangle élastique qui le maintenait fermé. J'ai hésité. Nous étions mariés depuis 43 ans. Je n'avais jamais fouillé dans ses affaires. Il avait toujours eu cette pudeur, cette discrétion que j'avais respectée. Mais là, j'avais besoin de comprendre. J'avais besoin de savoir pourquoi mon mari restait si calme, alors que notre fils nous arrachait tout. J'ai ouvert le carnet. Les premières pages étaient remplies de dates, de noms, d'adresses, des notes griffonnées à la hâte, des numéros de dossier, des références juridiques que je ne comprenais pas. Puis j'ai vu une photo glisser entre 2 pages. Une photo d'identité. Bastien, beaucoup plus jeune, la trentaine peut-être. Il portait un costume strict, une cravate sombre. Son regard était sérieux, presque sévère. Et en haut de la photo, un tampon officiel, un sceau de la République française. Au dos, une inscription manuscrite. Huissier de justice, Tribunal de grande instance de Paris, 1982-2018. Mon cœur s'est arrêté. Huissier de justice. Pendant 36 ans, je me suis assise lourdement sur le bord du lit. Mes mains tremblaient. Comment était-ce possible ? Bastien m'avait toujours dit qu'il travaillait dans l'administration. Un poste sans importance. De la paperasse, des dossiers, rien de plus. Jamais il n'avait mentionné qu'il était huissier de justice. Jamais. J'ai refermé le carnet précipitamment quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Bastien était rentré plus tôt que prévu. « Luna, je suis dans la chambre !» J'ai remis le carnet dans le tiroir. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Bastien est apparu sur le seuil. Il m'a regardé avec attention. « Ça va ? Tu es toute pâle ?»« Oui, juste un peu fatiguée. » Il a hoché la tête, mais son regard s'est attardé sur le tiroir entrouvert de son bureau. Il savait. Nous n'avons rien dit. Nous avons fait comme si de rien n'était. Cette nuit-là, allongée dans le noir, j'ai repensé à toutes ces années. À tous ces moments où Bastien rentrait tard du travail, l'air épuisé. À ces coups de téléphone qu'il prenait dans le couloir, à voix basse. À ces dossiers qu'il consultait le soir, dans son bureau, porte fermée. C'est juste de la paperasse,
disait-il quand je lui demandais s'il avait passé une bonne journée. Paperasse. Jamais il ne m'avait parlé des expulsions qu'il devait signifier, des saisies qu'il devait effectuer, des familles qu'il devait déloger de leur logement. Un huissier de justice. C'était un métier difficile, souvent détesté. On les appelait pour les mauvaises nouvelles, pour annoncer les dettes, les faillites, les pertes. Pourquoi m'avait-il caché cela? Et surtout, pourquoi Louis ne le savait-il pas? Le lendemain matin, j'ai attendu que Bastien finisse son café pour lui poser la question qui me brûlait les lèvres depuis des heures. Bastien, pourquoi Louis ne sait pas ce que tu faisais vraiment? Il a levé les yeux de son journal. Un long silence s'est installé. Parce que je ne voulais pas qu'il le sache. Mais pourquoi? Il a replié soigneusement son journal. Ses gestes étaient lents, précis. C'était sa façon de gagner du temps quand une question le dérangeait. Quand Louis était petit, j'ai dû expulser une famille, un couple avec 3 enfants. Ils n'avaient pas payé leur loyer depuis 8 mois. Le propriétaire avait obtenu un jugement. Je n'avais pas le choix. Il a marqué une pause. Le jour de l'expulsion, le père m'a regardé avec une telle haine. Il m'a dit « Vous n'êtes qu'un monstre, vous jetez mes enfants à la rue ». Sa voix s'était brisée sur les derniers mots. Ce soir-là, Louis m'a demandé ce que je faisais comme travail. Il devait avoir 7 ou 8 ans. Il voulait que je vienne présenter mon métier à son école, pour la semaine des professions. Bastien a serré sa tasse entre ses mains. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Je ne voulais pas qu'il me voie comme un monstre. Alors j'ai simplifié. J'ai dit que je travaillais dans l'administration, que je m'occupais de dossiers, rien de plus. Et après, quand il a grandi, après, c'était trop tard. Le mensonge était installé. Comment lui expliquer que j'avais menti pendant toutes ces années? J'ai posé ma main sur la sienne. Tu n'es pas un monstre, Bastien. Tu faisais ton travail. Peut-être, mais ce n'est pas comme ça qu'on voit les huissiers. Pour les gens, on est ceux qui apportent le malheur. Nous sommes restés silencieux un long moment. Puis j'ai compris quelque chose. La photo. Celle que Bastien avait montrée à Louis ce soir-là, quand notre fils avait déchiré nos papiers. C'était cette photo d'identité, celle de l'huissier de justice. Mais pourquoi Louis était-il tombé à genoux en la voyant? Qu'est-ce que cette simple image avait déclenché chez lui? 2 jours plus tard, Louis a débarqué chez nous sans prévenir. Il était accompagné d'un homme en costume gris que je ne connaissais pas. « Bonjour maman. »« Bonjour papa. Voici maître Renard, mon avocat. » Mon sang s'est glacé. Un avocat. Louis est entré dans le salon comme s'il était chez lui. Maître Renard l'a suivi, une mallette à la main. Bastien et moi sommes restés debout, figés près de la porte. « Asseyez-vous » a dit Louis d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. Nous nous sommes assis, comme des coupables dans leur propre maison. Maître Renard a ouvert sa mallette et en a sorti plusieurs documents. « Monsieur et Madame Navarro, mon client souhaite régulariser plusieurs situations. Premièrement, la procuration bancaire dont vous disposez sur son ancien compte. Deuxièmement, la question de l'héritage de feu, Madame Navarro senior. Troisièmement, il a marqué une pause dramatique. La restitution des bijoux de famille qui vous ont été confiés temporairement. Les bijoux de famille, le collier de perles de ma belle-mère, les boucles d'oreilles en or que Bastien m'avait offertes pour nos 20 ans de mariage, la bague de fiançailles que je portais tous les jours. Ces bijoux ne sont pas à toi, ai-je murmuré. Ta grand-mère me les a donnés, de son vivant. Justement, a répliqué Louis, il n'y a aucune trace écrite de ce don. Juridiquement, ces bijoux font partie de la succession. J'ai regardé mon fils, cet homme que je ne reconnaissais plus. Pourquoi tu fais ça, Louis? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Il a détourné les yeux. Vous ne m'avez rien fait, mais j'ai besoin de cet argent. Le Canada coûte cher. L'installation, la maison, l'école privée des enfants. Je dois assurer l'avenir de ma famille. Ma famille. Comme si nous n'en faisions plus partie. Bastien n'avait toujours rien dit. Il fixait Louis avec une intensité qui me faisait peur. Maître Renard a posé 3 documents sur la table basse. Voici les papiers à signer. Pour la procuration, pour le studio de Vanves et pour l'inventaire des bijoux. Vous avez 48 heures pour vous décider. Passé ce délai, nous entamerons une procédure judiciaire. Louis s'est levé. Je ne veux pas en arriver là, mais si vous m'y obligez... Il a laissé sa phrase en suspens. Ils sont partis sans ajouter un mot. J'ai éclaté en sanglots dès que la porte s'est refermée. Bastien m'a prise dans ses bras. Je sentais sa colère contenue dans la tension de ses muscles. Il ne sait pas à qui il s'attaque, a-t-il murmuré. Et pour la première fois depuis ce terrible dîner, j'ai vu quelque chose briller dans ses yeux.
quelque chose qui ressemblait à de la détermination. Les 48 heures se sont écoulées comme dans un brouillard. Je ne dormais plus. Je ne mangeais plus. Je passais mes journées assise près de la fenêtre, à regarder le tilleul dans la cour intérieure. Ses feuilles commençaient à jaunir. L'automne arrivait. Bastien, lui, s'était enfermé dans son bureau. Je l'entendais passer des coups de téléphone. Sa voix était basse, professionnelle. Parfois, il sortait le vieux carnet en cuir et prenait des notes. « Qu'est-ce que tu fais ?» lui ai-je demandé un soir. « Je vérifie certaines choses. »« Quelles choses ?» Il a refermé le carnet et m'a regardé avec douceur. « Fais-moi confiance, Luna, s'il te plaît, juste encore un peu. » J'aurais voulu insister. J'aurais voulu comprendre. Mais j'étais tellement épuisée, tellement vidée. Alors j'ai hoché la tête et je suis retournée dans le salon. Le lendemain matin, Louis a appelé. « Maman, c'est moi ?» Sa voix était différente, plus douce, presque hésitante. « Louis, écoute, je sais que les derniers jours ont été difficiles. Pour vous, pour moi aussi. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Peut-être qu'il avait réfléchi. Peut-être qu'il regrettait. Je voudrais qu'on se voie. Juste toi et moi, sans papa. Il faut qu'on parle. »« D'accord, » ai-je murmuré. « Quand ?» ?»« Cet après-midi, au café Les Deux Magots. 15 heures. » Il a raccroché avant que je puisse répondre. Quand j'ai annoncé à Bastien que Louis voulait me voir seul, il a froncé les sourcils. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. C'est mon fils Bastien. Je dois y aller. Il a soupiré. Alors sois prudente. Ne signe rien. Ne promets rien. J'ai pris le métro jusqu'à Saint-Germain-des-Prés. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Il faisait beau. Un de ces beaux après-midi d'automne où la lumière est dorée et où l'air sent encore l'été finissant. Louis était déjà installé en terrasse. Il portait un pull en cachemire bleu marine, un jean sombre. Il avait l'air fatigué lui aussi. Des cernes sous les yeux, des rides que je ne lui connaissais pas au coin de la bouche. « Maman !» Il s'est levé pour m'embrasser. Cette fois, son baiser sur ma joue a duré un peu plus longtemps. Nous nous sommes assis. Le serveur est venu prendre notre commande. Un café pour lui, un thé pour moi. Un silence pesant s'est installé. « Comment vas-tu » ai-je demandé finalement. « Fatigué ? Le déménagement, c'est plus compliqué que prévu. Et les enfants ? Ils sont excités. Emma demande si vous viendrez nous voir à Vancouver. » Mon cœur s'est serré. « Bien sûr qu'on viendra, si vous nous y autorisez. » Louis a baissé les yeux. « Maman, arrête. Tu sais bien que vous êtes les bienvenus. » « Vraiment ? Alors pourquoi un avocat ? Pourquoi ces documents ? Pourquoi nous traiter comme des étrangers ?» Ma voix tremblait. Les larmes me montaient aux yeux. Louis a soupiré longuement. « C'est Chloé. »« Chloé ? Elle a des inquiétudes. Pour notre avenir. Pour les enfants. » Quel genre d'inquiétude ? Il a tourné sa cuillère dans son café. Ses gestes étaient nerveux. « Elle pense que vous allez vieillir. Que vous allez avoir besoin d'aide. Financièrement. Médicalement. Et que ça va retomber sur nous. » J'ai senti une vague de colère me submerger. « On ne t'a jamais demandé un centime, Louis. Jamais. Ton père et moi, on a toujours vécu modestement, mais dignement. On a nos retraites. On a le loyer du studio. On ne manque de rien. Pour l'instant. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, quand vous aurez 80 ans, on ne sera pas un fardeau, Louis. » Chloé dit que tous les vieux deviennent un fardeau à un moment donné. Tous les vieux. Comme si nous n'étions déjà plus des personnes, juste des vieux, des poids morts. « Alors c'est pour ça que tu veux prendre le studio ? Les bijoux ? Nous dépouiller avant qu'on devienne trop encombrant ? » Maman, ne dramatise pas. Comment je ne dramatiserai pas ? Tu arrives avec un avocat. Tu nous menaces d'un procès. Tu nous arraches ce qu'on a. Je ne vous arrache rien. Je récupère ce qui me revient légitimement. Il avait dit ça avec calme, avec une logique implacable qui me faisait froid dans le dos. Et si on refuse ? Louis a posé sa tasse. Alors on ira devant le juge. Et tu sais ce qui va se passer ? Le juge va donner raison à Maître Renard. Parce que juridiquement, j'ai tous les droits. Le studio était à ma grand-mère. Je suis son descendant direct. Les bijoux n'ont jamais fait l'objet d'un don enregistré. La procuration bancaire date de mes 20 ans. Je peux la révoquer quand je veux. Il s'est penché vers moi. Mais ce n'est pas ce que je veux, maman. Je ne veux pas d'un procès. Je ne veux pas qu'on se déchire. Alors arrête tout ça. Je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que Chloé ne me le pardonnerait jamais. Voilà. La vérité était là. Mon fils choisissait sa femme. Et je ne pouvais pas lui en vouloir pour ça.
Un homme doit choisir sa femme. C'est normal, c'est sain. Mais quand ce choix signifie écraser ses propres parents? Louis, tu te souviens quand tu étais petit, quand tu avais peur des orages? Il a levé les yeux vers moi, surpris par ce changement de sujet. Tu venais te réfugier dans notre lit. Tu te blottissais entre ton père et moi. Et je te racontais que les éclairs, c'était juste les anges qui prenaient des photos du ciel. Tu te souviens? Un sourire fugace a traversé son visage. Oui, je m'en souviens. Tu avais tellement confiance en nous. Tu savais qu'on te protégerait toujours. Maman, aujourd'hui, c'est toi l'orage, Louis. Et je ne sais plus comment te protéger, ni comment me protéger de toi. Il a détourné le regard. J'ai vu ses mâchoires se crisper. Je suis désolée, vraiment, mais je dois penser à ma famille maintenant. On est ta famille aussi. C'était ma famille. Maintenant, ma famille, c'est Chloé et les enfants. Ces mots m'ont transpercé comme une lame de couteau. C'était, passé, fini. Alors qu'est-ce que tu attends de moi? Louis a sorti une enveloppe de sa poche. Signe ces papiers. Pour le studio, pour les bijoux, pour la procuration, et après, on tournera la page, on repartira sur de bonnes bases. De bonnes bases? Oui, vous viendrez nous voir à Vancouver. On passera Noël ensemble, tout redeviendra comme avant. Mais rien ne redeviendrait comme avant. Et nous le savions tous les deux. J'ai pris l'enveloppe. Mes mains tremblaient. Je dois en parler à ton père. Papa va refuser. Tu le connais. Il est têtu. C'est normal qu'il refuse, Louis. Maman, écoute-moi. Papa a toujours été distant, froid. Il ne t'a jamais vraiment rendue heureuse. Je l'ai regardée, stupéfaite. Comment peux-tu dire ça? C'est la vérité. Combien de fois je t'ai vu pleurer quand il rentrait tard du travail? Combien de fois il a manqué mes anniversaires, mes spectacles d'école, mes matchs de foot? Ton père travaillait dur pour nous faire vivre. Ton père se cachait derrière son travail pour ne pas être présent. Tu te trompes? Non, maman, c'est toi qui refuses de voir la vérité. Il a posé sa main sur la mienne. Signe ces papiers. Prends ta liberté. Tu mérites mieux que cette vie étriquée avec un homme qui ne t'a jamais vraiment aimé. J'ai retiré ma main brusquement. Ne parle pas de ton père comme ça. Je dis juste ce que tout le monde pense. Qui ça, tout le monde? Chloé, sa mère, mes amis. Tout le monde voit bien que tu n'es pas heureuse. Les larmes coulaient maintenant sur mes joues. Je ne cherchais même plus à les retenir. Je suis heureuse avec ton père. Peut-être que notre vie ne ressemble pas à la vôtre. Peut-être qu'on n'a pas de pavillon avec piscine. Peut-être qu'on ne part pas en vacances aux Maldives. Mais on s'aime, à notre manière. Louis a secoué la tête. Si tu le dis. Il a fait signe au serveur de lui apporter l'addition. Réfléchis. Tu as jusqu'à demain soir. Après, ce sera trop tard. Maître Renard engagera la procédure. Il s'est levé. Il a posé 2 billets de 20 € sur la table. Au fait, il s'est retourné vers moi. Chloé a trouvé un acheteur pour le studio, un promoteur immobilier. Il propose 30% au-dessus du prix du marché. On pourrait partager. Moitié pour vous, moitié pour nous. Ce serait une belle somme. De quoi vous assurer vos vieux jours. Vieux jours, encore ces mots. On n'a pas besoin de votre argent, Louis. Peut-être pas aujourd'hui, mais demain, il est parti sans m'embrasser. Je suis restée seule à cette terrasse, avec mon thé froid et l'enveloppe posée devant moi. Des passants marchaient sur le boulevard Saint-Germain. Des touristes prenaient des photos. Des couples riaient. La vie continuait. Normale, légère. Et moi, j'avais l'impression de me noyer. Je suis rentrée à pied. J'avais besoin de marcher, de réfléchir. Peut-être que Louis avait raison. Peut-être qu'il valait mieux signer. Éviter le conflit. Garder un lien, même fragile, avec mon fils et mes petits-enfants. Qu'est-ce que c'était, après tout, qu'un studio à Vanves et quelques bijoux, comparé à l'amour d'une mère pour son enfant? Quand je suis arrivée devant notre immeuble, il était presque 18 heures. Le soleil déclinait derrière les toits. J'ai monté lentement les 4 étages. Mes jambes me semblaient en plomb. Bastien était dans le salon, assis dans son fauteuil. Le vieux carnet en cuir était ouvert sur ses genoux. « Alors ?» a-t-il demandé sans lever les yeux. « Il veut qu'on signe, demain ou plus tard. Et toi, qu'est-ce que tu veux ?» J'ai posé l'enveloppe sur la table. « Je veux qu'on reste une famille. » Bastien a refermé le carnet. Il m'a regardé longuement. « Une famille, ça ne se construit pas sur la soumission, Luna. Mais ça ne se construit pas non plus sur le conflit. Parfois, le conflit est nécessaire. Je suis fatiguée de me battre, Bastien. » Il s'est levé. Il est venu vers moi. Il a pris mon visage entre ses mains. « Je sais que tu es fatigué.
Je sais que tu as mal, mais fais-moi confiance encore un peu. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que j'aurais dû faire depuis le début. Il a pris l'enveloppe. Il l'a ouverte. Il a parcouru les documents rapidement. Puis, il a souri. Un sourire étrange, presque triste. Il ne sait vraiment pas. Quoi? Louis ne sait vraiment pas qui je suis. Bastien, tu me fais peur. Il m'a embrassé sur le front. N'aie pas peur. Tout va s'arranger. Cette nuit-là, je me suis endormie épuisée, blottie contre lui. J'ai rêvé de Louis enfant, de ses premiers pas, de son premier jour d'école, de tous ces moments où j'avais été certaine qu'il resterait toujours mon petit garçon. Mais les enfants grandissent, et parfois, ils deviennent des étrangers. Le lendemain matin, Bastien s'est levé très tôt. Quand j'ai ouvert les yeux, il était déjà habillé. Un costume sombre que je ne lui connaissais pas, une chemise blanche impeccable, une cravate bleu marine. « Tu vas quelque part ?» ai-je demandé, encore ensommeillé. « J'ai rendez-vous. »« Avec qui ?»« Tu verras. » Il a pris le vieux carnet en cuir et l'a glissé dans une sacoche de cuir marron que je ne l'avais jamais vu utiliser. « Bastien, qu'est-ce que tu prépares ?» Il s'est penché pour m'embrasser. « La vérité, Luna. Je prépare la vérité. » Et il est parti. Je suis restée seule dans l'appartement. Le silence était pesant, oppressant. J'ai fait du café. J'ai bu une tasse, puis une autre. Mes mains tremblaient. À midi, mon téléphone a sonné. C'était Louis. « Maman, tu as réfléchi pour les papiers ?» Louis. « Le délai expire ce soir, maman. Maître Renard attend ta réponse. Ton père veut te voir. » Un silence. « Papa? Pourquoi? » Je ne sais pas. Il est sorti ce matin. Il a dit qu'il avait quelque chose d'important à te montrer. « Maman, écoute-moi bien. Ne le laisse pas tout gâcher. Il va essayer de te convaincre de refuser. Il va te monter contre moi. Ton père ne me monte contre personne, Louis. Alors pourquoi il refuse de signer? Pourquoi il complique tout? Peut-être parce qu'il a ses raisons. » Louis a soupiré, agacé. « Très bien. Dis-lui de m'appeler. Mais je te préviens, je ne changerai pas d'avis. » Il a raccroché. J'ai passé l'après-midi à tourner en rond. J'ai essayé de lire. Impossible de me concentrer. J'ai essayé de regarder la télévision. Les images défilaient sans que je les voie vraiment. À 17h, Bastien est rentré. Il avait l'air épuisé. Mais dans ses yeux brillait quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. De la détermination, de la force. « Alors ?» ai-je demandé. Il a posé sa sacoche sur la table. J'ai passé la journée à vérifier des choses, à faire quelques visites, à récupérer des documents. Quels documents? Il a sorti le vieux carnet, puis plusieurs chemises cartonnées, des dossiers officiels avec des tampons, des cachets. Louis veut jouer au jeu juridique? Très bien, on va jouer. Bastien, tu me fais peur. Il a pris mes mains dans les siennes. N'aie pas peur, tu vas comprendre. Il a sorti son téléphone et a composé le numéro de Louis. Louis, c'est papa, on doit se voir. Ce soir, chez nous. J'entendais la voix de Louis à travers le haut-parleur. Papa, j'ai pas le temps pour vos histoires. Le délai expire dans... Ce soir, Louis. 19h. Viens avec ton avocat si tu veux. Mais viens. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose à te montrer. Quelque chose que tu aurais dû savoir depuis longtemps. De quoi tu parles? 19h. Bastien a raccroché. Nous nous sommes regardés en silence. Qu'est-ce que tu vas lui montrer? Ai-je murmuré. La photo. Et tout ce qui va avec. Mon cœur battait à tout rompre. Les heures suivantes ont passé dans une étrange torpeur. J'ai préparé du café. Bastien a disposé ses documents sur la table du salon, méthodiquement, comme un dossier qu'on présente devant un tribunal. À 19h précises, on a sonné à la porte. J'ai ouvert. Louis était là, seul. Pas d'avocat. Il portait un jean et un pull. Il avait l'air nerveux. Papa voulait me voir? Entre. Il est entré. Il a vu Bastien debout près de la table, les documents étalés devant lui. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Assieds-toi, Louis. Je préfère rester debout. Assieds-toi. Il y avait quelque chose dans la voix de Bastien. Une autorité que je ne lui connaissais pas. Louis s'est assis lentement sur le canapé. Bastien a pris une chaise et s'est installé en face de lui. Moi, je suis restée en retrait, près de la fenêtre, spectatrice de quelque chose que je ne comprenais pas encore. « Louis, » a commencé Bastien, « tu veux récupérer le studio de Vanves, tu veux les bijoux de ta grand-mère, tu veux révoquer la procuration bancaire, tu menaces tes propres parents d'un procès. C'est légal, Maître Renard l'a confirmé. Légal, oui. Moral, non. Mais passons. » Bastien a ouvert le premier dossier.
Tu sais pourquoi ta grand-mère nous a légué ce studio? Parce que vous l'avez influencé sur la fin de sa vie. Non, parce qu'elle savait. Elle savait quoi? Que ce studio, c'est moi qui l'ai sauvé. Louis a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu racontes? Bastien a sorti un document jauni. Une lettre manuscrite datée de 2006. 19 ans. Ta grand-mère avait des dettes. Beaucoup de dettes. Ton grand-père était mort depuis 5 ans. Elle avait fait de mauvais placements sur les conseils d'un soi-disant ami de la famille. Elle était ruinée. Il a tendu la lettre à Louis. Le propriétaire de son appartement, ce studio dont tu veux hériter, avait lancé une procédure d'expulsion. Ta grand-mère n'avait pas payé son loyer depuis 7 mois. Louis a pris la lettre. Il la parcourait, incrédule. Je ne comprends pas. Grand-mère n'a jamais eu de problème d'argent. Parce que je l'ai aidée, discrètement, pendant des années. Comment? Bastien a sorti un autre document. Un relevé bancaire. J'ai payé ses dettes, petit à petit, sans rien dire. Et quand le propriétaire a voulu vendre le studio, c'est moi qui l'ai acheté, avec mes économies. Toi? Moi. Le studio de Vanves, Louis, il m'appartient. Légalement, juridiquement. J'ai les actes notariés. Il a posé un document officiel sur la table. Un acte de vente daté de 2007. Louis a pâli. Mais le testament de grand-mère, ta grand-mère nous a légué l'usufruit, pas la propriété. La propriété, elle est à moi depuis 18 ans. Le silence dans la pièce était assourdissant. Tu as menti? A murmuré Louis. Je n'ai jamais menti. Je n'ai simplement jamais parlé. Nuance. Louis s'est levé brusquement. Maître Renard va vérifier tout ça. Qu'il vérifie. Les documents sont authentiques, enregistrés au cadastre. Tout est légal. Louis s'est passé la main dans les cheveux. Il avait l'air déstabilisé. Et les bijoux? Les bijoux, ta grand-mère les a donnés à ta mère, de son vivant, devant témoin. Quel témoin? Bastien a sorti une enveloppe. Madame Lemoine, sa voisine du dessus. Madame Petit, son aide à domicile. Les deux ont signé une attestation il y a 3 ans, juste avant la mort de ta grand-mère. Il a posé les 2 attestations manuscrites sur la table. Louis les a prises. Ses mains tremblaient. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Parce que ce n'était pas nécessaire. Parce que je pensais que tu nous faisais confiance. Confiance? Louis a éclaté d'un rire amer. Comment je peux vous faire confiance si vous me cachez tout? Si vous mentez par omission? Je ne t'ai jamais menti, Louis. Tu ne m'as jamais rien dit non plus. Toute ma vie, j'ai cru que tu étais un simple bureaucrate. Un type insignifiant qui poussait des papiers dans un bureau. Voilà. Le nœud du problème était là. Bastien s'est levé lentement. Un type insignifiant. C'est comme ça que tu me vois. C'est comme ça que tu t'es toujours présenté. Parce que je voulais te protéger. Me protéger de quoi? Bastien a pris une grande inspiration. De la vérité, de ce que je faisais vraiment. Il a ouvert le vieux carnet en cuir. Il en a sorti la photo d'identité, celle que j'avais vue quelques jours plus tôt. Il l'a tendue à Louis. Pendant 36 ans, j'ai été huissier de justice au tribunal de grande instance de Paris. Louis a pris la photo. Il l'a regardée longuement. Son visage s'est décomposé. Huissier. Oui, huissier de justice, officier ministériel, assermenté par la République. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Louis a reposé la photo comme si elle le brûlait. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Parce que c'est un métier qu'on déteste. Les huissiers apportent les mauvaises nouvelles, les expulsions, les saisies, les faillites. Je ne voulais pas que tu me vois comme ça. Alors tu as préféré mentir. J'ai préféré te protéger. Louis s'est mis à faire les 100 pas dans le salon. Tout ce temps, je t'ai cru faible, insignifiant. Je sais. Et en fait, il s'est arrêté net. Quelque chose venait de lui traverser l'esprit. Attends, si tu es huissier, tu sais comment fonctionnent les procédures, les héritages, les successions, Il s'est tourné vers son père, les yeux écarquillés. Tu savais exactement ce que je préparais. Évidemment. Dès que Maître Renard a mentionné la procuration, l'héritage, les bijoux, j'ai su. Et tu n'as rien dit. Je voulais voir jusqu'où tu irais. Louis a accusé le coup comme une gifle. Tu me testais? Non, je te laissais choisir. Choisir quoi? Entre l'argent et nous. Le silence est retombé. Lourd, oppressant. Louis s'est rassié lentement. Il avait l'air vidé. Maître Renard m'a dit que la procédure était simple, qu'on gagnerait. Maître Renard ne connaît pas tous les éléments du dossier. Lesquels? Bastien a ouvert un autre dossier, plus épais, plus ancien.
Tu te souviens de ton premier appartement? Celui que tu as loué quand tu as commencé à travailler? Boulevard Voltaire? Oui. Et alors? Tu as eu un conflit avec le propriétaire. Il voulait te faire partir. Il t'accusait de ne pas payer tes charges. Tu te souviens? Louis a hoché la tête, mal à l'aise. C'était une erreur administrative. Ça s'est réglé. Ça s'est réglé parce que j'ai vérifié ton dossier, officieusement. Et j'ai découvert que le propriétaire falsifiait les relevés de charges. Quoi? Je l'ai contacté, directement. Je lui ai expliqué qui j'étais. Je lui ai montré les preuves. Il a retiré sa plainte le lendemain. Louis le regardait, bouche bée. Tu as fait ça? Oui. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Parce que tu avais 24 ans. Tu voulais te débrouiller seul. Je ne voulais pas que tu te sentes redevable. Bastien a sorti d'autres documents. Il y a eu d'autres fois. Quand tu as créé ton entreprise. Quand tu as eu ce litige avec un client qui ne voulait pas payer. Quand tu as signé ton prêt immobilier avec des clauses abusives. À chaque phrase, il posait un nouveau document sur la table. À chaque fois, j'ai vérifié, j'ai conseillé. J'ai protégé. Discrètement. Sans jamais rien dire. Louis fixait les documents comme s'il voyait un fantôme. Tout ce temps, tu m'as aidé. Tout ce temps. Et moi, sa voix s'est brisée. Et moi, je voulais vous dépouiller. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Papa, maman, Il s'est effondré, le corps secoué de sanglots. Je me suis approchée. J'ai voulu le prendre dans mes bras, mais il s'est levé brusquement. Il a reculé. Non, ne me touche pas. Je ne mérite pas. Louis, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il regardait ses mains comme si elles étaient couvertes de sang. Bastien s'est approché de lui. Tu as fait ce que Chloé t'a demandé de faire. Ce n'est pas une excuse. Non, ce n'est pas une excuse, mais c'est une explication. Louis a pris sa tête entre ses mains. Elle va me tuer quand elle saura. Savoir quoi? Qu'on ne peut rien récupérer. Que tout est légal. Que... Il a relevé la tête brusquement. Attends, le promoteur, celui qui voulait acheter le studio. Chloé a déjà signé une promesse de vente. Bastien a froncé les sourcils. Comment peut-elle signer une promesse de vente pour un bien qui ne vous appartient pas? Louis a pâli. Elle a utilisé une procuration. Elle a dit que c'était toi qui vendais. Il s'est interrompu, horrifié. Oh non. Oh non, non, non. Qu'est-ce qu'elle a fait, Louis? Elle a falsifié ta signature. Le silence qui a suivi était glacial. Bastien s'est tourné vers moi. Nos regards se sont croisés. Puis, il s'est tourné vers Louis. Tu en es sûr? Elle m'a dit qu'elle s'était occupée de tout, qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que le notaire était un ami, que... Sa voix s'est éteinte. Mon Dieu, elle a commis un faux. Bastien est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, d'une voix très calme, « La falsification de signature sur un acte notarial, c'est 5 ans de prison. » Louis s'est écroulé sur le canapé. Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, j'ai compris. J'ai compris pourquoi Bastien était resté si calme, pourquoi il avait tout vérifié, pourquoi il avait laissé Louis aller au bout de sa démarche. Parce qu'il savait. Il savait depuis le début que quelque chose ne tournait pas rond. Et maintenant, la vérité éclatait au grand jour. Louis est resté prostré sur le canapé pendant de longues minutes. Il ne pleurait plus. Il fixait le vide, le regard perdu. Bastien s'était rassis dans son fauteuil. Il observait son fils avec une expression que je ne lui connaissais pas. Un mélange de tristesse et de compassion. Moi, j'étais figé près de la fenêtre. Mon esprit tournait en boucle sur les mots que Louis venait de prononcer. Falsification de signature, faux et usage de faux. 5 ans de prison. Papa. La voix de Louis n'était plus qu'un murmure. Qu'est-ce que je dois faire? Bastien a croisé les mains. D'abord, tu vas tout me raconter, depuis le début, sans rien omettre. Louis a hoché la tête. Il ressemblait à un enfant pris en faute. Ça a commencé il y a 6 mois. Chloé a rencontré une amie qui s'est installée au Canada. Elle lui a parlé de Vancouver, du niveau de vie, des écoles, de la qualité de l'air. Il s'est passé la main sur le visage. Au début, c'était juste une idée, un rêve. Mais Chloé s'est mise à en parler tous les jours, à regarder des maisons sur Internet, à calculer les coûts. « Et toi ?» a demandé Bastien. « Moi, j'étais réservé. Mon entreprise marche bien ici. Les enfants ont leurs repères, leurs amis. Mais Chloé insistait. Elle disait que c'était maintenant ou jamais, que dans 5 ans, on serait trop vieux pour recommencer. Alors tu as accepté. J'ai accepté. » Louis a pris une grande inspiration. « Mais le Canada coûte cher, très cher.
L'installation, la maison, les écoles privées. On avait besoin d'argent. Beaucoup d'argent. Et Chloé a pensé à nous. Elle a dit que c'était normal, que vous étiez âgés, que vous n'aviez plus besoin de grand-chose, que le studio ne vous rapportait presque rien en loyer, qu'il valait mieux le vendre. Et les bijoux? Louis a baissé les yeux. Les bijoux, c'était son idée aussi. Elle a dit que les garder dans un coffre, ça ne servait à rien, qu'autant les vendre pendant qu'ils avaient encore de la valeur. Et la procuration bancaire? Pareil. Elle a dit que vous pourriez utiliser cet ancien compte pour faire des dépenses inconsidérées, que c'était dangereux de vous laisser une procuration. J'ai senti la colère monter en moi. Des dépenses inconsidérées? Nous? Louis a levé les yeux vers moi. Il avait honte. Maman, je sais que c'était absurde. Mais Chloé, elle a une façon de présenter les choses. Elle rend tout logique, rationnel. Ce n'est pas logique, Louis. C'est de la manipulation. Je sais. Maintenant, je sais. Bastien s'est penché en avant. Continue. Raconte-moi pour le promoteur. Louis a dégluti péniblement. Il y a 3 semaines, Chloé m'a dit qu'elle avait trouvé un acheteur, un promoteur immobilier, un certain monsieur Deschamps. Il proposait 450 000 € pour le studio. 30% au-dessus du prix du marché. C'est énorme. Je sais. Ça m'a paru suspect. Mais Chloé m'a dit que c'était normal, que le quartier était en pleine expansion, que c'était une opportunité unique. Et tu l'as cru. Je voulais la croire. On avait besoin de cet argent. Bastien a sorti un carnet et un stylo. Ce monsieur Deschamps, tu l'as rencontré? Non. C'est Chloé qui s'est occupée de tout. Elle m'a dit qu'elle le connaissait par une amie, qu'il était pressé, qu'il fallait signer rapidement. Et le notaire? Maître Blanchard, un notaire de Neuilly. Chloé m'a dit que c'était un ami de la famille Deschamps, que tout était régulier. Bastien prenait des notes. Son visage était impénétrable. Quand est-ce que la promesse de vente a été signée? Il y a 10 jours, le 14 novembre. Et tu as signé? Louis a secoué la tête. Non, c'est Chloé qui a signé. Elle m'a dit qu'elle avait une procuration de ta part, qu'elle s'était occupée de tout. Une procuration que je n'ai jamais donnée. Je sais. Maintenant, je sais. Bastien a refermé son carnet. Louis, ta femme a commis un faux en écriture publique. C'est un délit pénal. Si ce promoteur dépose plainte. Mais il ne va pas déposer plainte. C'est lui qui bénéficie de l'arnaque. Bastien a secoué la tête. Tu ne comprends pas. Si cette promesse de vente est basée sur un faux, elle est nulle. Automatiquement. Le promoteur peut se retourner contre Chloé, ou contre le notaire, ou contre les deux. Mon Dieu! Louis s'est levé brusquement. Il a commencé à faire les 100 pas. Il faut que je parle à Chloé. Il faut que je comprenne ce qu'elle a fait exactement. Attends. Bastien s'est levé aussi. Il a posé sa main sur l'épaule de Louis. Avant de lui parler, tu dois réfléchir. Réfléchir à quoi? À ce que tu veux faire. Louis l'a regardé, perdu. Je ne comprends pas. Bastien a pris une grande inspiration. Tu as 2 options. La première, tu vas voir Chloé. Tu lui demandes des explications. Elle panique. Elle essaie de tout effacer. Elle empire les choses. Et vous finissez tous les deux devant un juge. Et la deuxième option? Tu me laisses gérer. Comment? Je contacte le notaire. Discrètement. Je vérifie la promesse de vente. Si effectivement ma signature a été falsifiée, je lui demande d'annuler l'acte. Immédiatement. Sans bruit. Et Chloé? Chloé ne saura rien. Pour l'instant. Louis a reculé d'un pas. Tu veux dire, tu veux couvrir ce qu'elle a fait? Je veux protéger mes petits-enfants. Et éviter que leur mère aille en prison. Le silence est retombé. Louis regardait son père avec un mélange d'incrédulité et de reconnaissance. Pourquoi tu ferais ça? Après tout ce qu'on vous a fait? Bastien a souri. Un sourire triste. Parce que tu es mon fils. Malgré tout. Les larmes sont revenues dans les yeux de Louis. Cette fois, il ne les a pas retenues. Je ne mérite pas. Peut-être. Mais les enfants ne choisissent pas ce qu'ils méritent. Louis s'est effondré dans les bras de son père. Bastien l'a serré contre lui. Fort, comme il ne l'avait peut-être jamais fait. Je me suis approché. J'ai posé ma main sur le dos de mon fils. Je sentais ses sanglots le secouer. Pardon, maman. Pardon. Je sais, mon chéri. Je sais. Nous sommes restés comme ça, tous les 3, enlacés dans le salon. Pour la première fois depuis des semaines, je sentais que quelque chose se réparait. Lentement, douloureusement, mais quelque chose se réparait. Après un long moment, Louis s'est redressé. Il s'est essuyé les yeux avec sa manche. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Bastien est retourné s'asseoir. Il a pris le ton calme et professionnel que je lui connaissais.
Déjà, tu rentres chez toi. Tu ne dis rien à Chloé. Tu fais comme si de rien n'était. Comment je peux faire comme si de rien n'était? Tu le fais. Pour Emma et Jules. Louis a hoché la tête. Demain matin, je contacte Maître Blanchard. Je vérifie la promesse de vente. Si ma signature est fausse, je la fais annuler. Discrètement. Et après, on verra. Mais une chose est sûre, vous ne partez pas au Canada. Louis a tressailli. Chloé devra accepter. Tu ne la connais pas. Quand elle a quelque chose en tête, Louis. Bastien a planté son regard dans celui de son fils. Tu es un homme, un père. Tu as des responsabilités. Arrête de te laisser diriger comme un enfant. Louis a accusé le coup, mais il a hoché la tête. Tu as raison. Il s'est levé, il a ramassé sa veste. Je rentre. Je vais réfléchir à tout ça. Il s'est tourné vers moi. Maman, est-ce que tu peux me pardonner? Je me suis approchée. J'ai pris son visage entre mes mains. Un jour, peut-être, mais pour l'instant, tu dois te pardonner toi-même. Il a embrassé ma main. Puis, il s'est dirigé vers la porte. Avant de sortir, il s'est retourné une dernière fois. Papa, merci. Bastien a simplement hoché la tête. La porte s'est refermée. Je me suis effondrée dans le canapé. Mes jambes ne me portaient plus. C'est fini? Ai-je murmuré. Bastien est venu s'asseoir à côté de moi. Non, ça commence à peine. Qu'est-ce que tu veux dire? Louis a ouvert les yeux. Mais Chloé, elle, ne changera pas. Tu crois qu'elle sait? Pour la falsification? J'en suis certain. Alors pourquoi tu veux la protéger? Bastien a pris ma main. Je ne la protège pas, elle. Je protège Emma et Jules. Ils n'ont pas à payer pour les erreurs de leur mère. Et Louis va devoir faire un choix. Très bientôt. Entre nous et elle, entre la vérité et le mensonge. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Mon esprit repassait en boucle toute la soirée. Les documents, les révélations, les larmes de Louis. Et cette question qui me hantait. Comment une mère peut-elle aimer un enfant qui a voulu la détruire? Vers 3 heures du matin, Bastien s'est levé. Je l'ai entendu aller dans son bureau. J'ai entendu le bruit du tiroir qu'on ouvre, le froissement des pages du vieux carnet. Je me suis levée à mon tour. Je suis allée le rejoindre. Il était assis à son bureau, penché sur des documents. Une petite lampe éclairait son visage fatigué. « Tu ne dors pas ?» ai-je demandé. « Je vérifie quelque chose. »« Quoi ?» Il a levé les yeux vers moi. « J'ai un mauvais pressentiment. À propos de Chloé ? À propos de tout. Cette histoire de promoteur, ça ne tient pas debout. Pourquoi ? 450 000 € pour un studio à Vanves ? C'est beaucoup trop. Même en période de boom immobilier. Peut-être qu'il a ses raisons. » Bastien a secoué la tête. « Non, personne ne paie 30% au-dessus du prix sans raison. » Alors quoi ? Je pense que ce monsieur Deschamps n'existe pas. Je l'ai regardé, stupéfaite. Comment ça, il n'existe pas? Je pense que c'est un prête-nom. Une société écran. Pourquoi faire? Bastien a refermé le carnet. Pour blanchir de l'argent, ou pour escroquer quelqu'un, je ne sais pas encore, mais demain je vais le découvrir. Il s'est levé, il m'a prise dans ses bras. « Fais-moi confiance, Luna, encore un peu. » J'ai confiance. J'ai toujours eu confiance. Il a embrassé mon front. Je sais, et c'est pour ça que je me bats. Pour toi, pour nous. Nous sommes retournés nous coucher. Cette fois, j'ai réussi à m'endormir, blotti contre lui. Le lendemain matin, Bastien est parti très tôt. Il a pris sa sacoche en cuir, le vieux carnet et tous les documents qu'il avait préparés. « Je vais voir Maître Blanchard. Je te tiens au courant. » Je suis restée seule toute la matinée. J'ai essayé de m'occuper, ménage, cuisine, lessive, mais mon esprit était ailleurs. À midi, mon téléphone a sonné. C'était Louis. « Maman? Louis? Ça va? » « Non, pas du tout. » Sa voix tremblait. « Qu'est-ce qui se passe? Chloé est partie. »« Comment ça? Partie? » Ce matin, elle a pris une valise. Elle a dit qu'elle allait voir sa mère à Lyon, pour quelques jours. C'est peut-être vrai? Non, maman. J'ai vérifié, j'ai appelé sa mère. Elle n'a rien reçu. Elle ne savait même pas que Chloé devait venir. Mon sang s'est glacé. Louis, elle a menti. Elle est partie. Et je ne sais pas où. Est-ce qu'elle a pris les enfants? Non. Les enfants sont à l'école. Mais maman, sa voix s'est brisée. J'ai regardé dans son ordinateur, dans ses emails. Il y a des messages, des conversations avec quelqu'un qui s'appelle Marc. Marc, je ne sais pas qui c'est. Mais dans les messages, il parle de partir, de tout recommencer. Il n'a pas pu finir sa phrase. J'ai compris. Chloé ne partait pas à Lyon.
Chloé s'enfuyait. J'ai raccroché avec Louis et j'ai immédiatement appelé Bastien. Il n'a pas répondu. Son téléphone sonnait dans le vide. J'ai laissé un message d'une voix tremblante. « Bastien, rappelle-moi, c'est urgent. Chloé a disparu. Louis est dans tous ses états. » Les minutes qui ont suivi ont été interminables. Je tournais en rond dans l'appartement. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. À 14 heures, Bastien est enfin rentré. Son visage était grave. « Je sais », a-t-il dit avant même que j'ouvre la bouche. Louis m'a appelé. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Il a posé sa sacoche sur la table. Il en a sorti plusieurs documents. J'ai rencontré Maître Blanchard ce matin. Et la promesse de vente existe. Elle a bien été signée le 14 novembre, avec ma signature. Mais c'est un faux, évidemment. Le notaire l'a reconnu dès que je lui ai montré ma vraie signature. Alors, il va porter plainte contre Chloé ? Bastien a secoué la tête. Non, Maître Blanchard ne veut pas de scandale. Il m'a juré qu'il ne savait pas, que c'est Chloé qui lui a apporté la procuration, qu'il n'a fait que son travail. Tu le crois ? Oui, je pense qu'il est honnête, mais naïf. Il n'a pas vérifié assez attentivement. Il a sorti un autre document. Par contre, j'ai vérifié l'identité de M. Deschamps. Et c'est une société écran, domiciliée aux Pays-Bas. Aucune activité réelle, juste une boîte aux lettres. Mon sang s'est glacé. Une arnaque ? Pire, un système de blanchiment. Mais comment Chloé a-t-elle pu être mêlée à ça ? Bastien s'est assis lourdement. Je ne pense pas qu'elle savait. Je pense qu'elle s'est fait piéger. Par qui ? Par ce Marc dont Louis a parlé. Il a sorti son téléphone et m'a montré une capture d'écran que Louis lui avait envoyée. C'était un échange de messages entre Chloé et un certain Marc Verneuil. Marc, tu as signé ? Chloé, oui, hier. Le notaire n'a rien vu. Marc, parfait. Dans 3 jours, l'argent sera viré. On pourra partir. Chloé, j'ai peur. Et si Bastien découvre ? Marc, il ne découvrira rien. C'est un vieux fonctionnaire à la retraite. Il ne comprend rien à ces choses-là. Chloé. Et Louis ? Marc. Louis, tu le gères. Comme d'habitude. Mon estomac s'est retourné. Elle le trompait. Depuis des mois, apparemment. Mon Dieu. Et Louis, il sait ? Il sait maintenant. J'ai passé 1 heure au téléphone avec lui ce matin. Il est effondré. J'ai fermé les yeux. Mon pauvre fils. Trahi par sa propre femme. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bastien a rangé les documents. J'ai déjà fait annuler la promesse de vente. Maître Blanchard a contacté la société Deschamps pour leur annoncer que l'acte était nul. Et ils ont accepté ? Ils n'ont pas eu le choix. Faux et usage de faux, c'est du pénal. Ils ne veulent pas de problème. Alors c'est fini ? Bastien a secoué la tête. Non. Parce que Marc Verneuil ne va pas laisser tomber 450 000 € aussi facilement. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je pense qu'il va essayer de récupérer son argent, d'une façon ou d'une autre. Mais il n'y a pas d'argent. La vente est annulée. Il ne le sait peut-être pas encore. À cet instant, mon téléphone a sonné. C'était Louis. Sa voix était paniquée. « Maman, Chloé vient de m'appeler. Où est-elle ? » Je ne sais pas. Elle ne veut pas me le dire. Mais elle pleurait. Elle disait qu'elle avait fait une erreur, qu'elle avait besoin d'aide. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Que je voulais la voir, qu'on devait parler. Elle a accepté. Ce soir, 19 h, au parc Monceau. Louis, n'y va pas seul. Pourquoi ? Parce que si Marc est avec elle, maman, c'est ma femme. Je dois y aller. Alors ton père vient avec toi. Non, elle a dit seule. Sinon elle ne viendra pas. Bastien m'a fait signe. J'ai mis le haut-parleur. Louis, c'est papa. Écoute-moi bien. Tu vas au rendez-vous. Mais je serai là aussi. Discret. À distance. Papa. Pas de discussion. Tu ne sais pas dans quoi Chloé s'est embarquée. Et tu ne sais pas qui est vraiment ce Marc. Louis a hésité. D'accord, mais tu restes loin. Promis. Ils ont raccroché. Bastien s'est levé immédiatement. Je dois y aller. Préparer quelques bricoles. Quelles bricoles ? Mon ancien équipement. Quand je travaillais sur des dossiers sensibles. Bastien, tu me fais peur. Il m'a embrassé. N'aie pas peur. Je sais ce que je fais. Il est parti dans son bureau. Je l'ai entendu ouvrir des placards, fouiller dans des cartons. Quand il est ressorti, il portait une veste noire discrète et une sacoche que je ne lui connaissais pas. « Tu as un magnétophone là-dedans ?» ai-je demandé, incrédule. Entre autres. Et un téléphone avec enregistreur. Au cas où. « Bastien, tu n'es plus huissier.
Tu n'as plus le droit de... Je suis un père qui protège son fils. J'ai tous les droits. Il est parti sans ajouter un mot. Je me suis retrouvée seule dans l'appartement. L'angoisse me serrait la gorge. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Les heures qui ont suivi ont été un cauchemar. Je tournais en rond. Je regardais l'horloge toutes les 5 minutes. J'essayais d'appeler Bastien. Pas de réponse. J'essayais d'appeler Louis. Pas de réponse non plus. À 20h30, mon téléphone a enfin sonné. C'était Bastien. Luna? Mon Dieu, Bastien, qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien. Louis va bien. Mais il faut que tu viennes. Tout de suite. Où? Au commissariat du 8e arrondissement. Au commissariat? Pourquoi? Je t'expliquerai. Viens. Il a raccroché. J'ai attrapé mon manteau et je suis sorti en courant. J'ai pris le premier taxi que j'ai trouvé. Pendant tout le trajet, mon cœur battait à tout rompre. Qu'est-ce qui s'était passé? Louis était-il blessé? Et Chloé? Quand je suis arrivé au commissariat, Bastien m'attendait dans le hall. Il avait l'air fatigué, mais calme. Où est Louis? En salle d'audition, avec Chloé. En audition? Mais pourquoi? Parce qu'il a porté plainte. Plainte? Contre qui? Contre Marc Verneuil, pour escroquerie en bande organisée. Je l'ai regardé, stupéfaite. Qu'est-ce qui s'est passé au parc? Bastien m'a fait asseoir sur un banc. Louis est arrivé au rendez-vous. Chloé était là, mais elle n'était pas seule. Marc était avec elle. Et Marc a essayé de faire chanter Louis. Il lui a dit que si la vente du studio ne se faisait pas, il irait voir la police. Il dirait que c'est Louis qui a falsifié la signature, que c'est Louis qui a tout manigancé. Mais c'est faux. Bien sûr que c'est faux. Mais Marc avait des documents, des faux, des emails prétendument envoyés par Louis, des contrats signés avec sa signature. Mon Dieu! Il demandait 100 000 €, cash, sinon il allait à la police. Et Louis? Louis a paniqué, il allait céder, mais j'étais là, j'ai tout enregistré. Tu as enregistré? Bastien m'a sorti son téléphone. La conversation entière, les menaces, le chantage, la tentative d'extorsion. Et après? J'ai appelé la police. Ils sont arrivés en 5 minutes. Marc a essayé de fuir, ils l'ont rattrapé. Et Chloé? Le visage de Bastien s'est assombri. Chloé s'est effondrée. Elle a tout avoué. La liaison, la falsification, le plan de Marc. Elle a dit qu'elle ne savait pas que c'était une arnaque, qu'elle pensait vraiment qu'ils allaient en partir ensemble, recommencer une vie au Canada. Elle l'a cru, elle a été manipulée, comme elle a manipulé Louis. Qu'est-ce qui va lui arriver? Elle risque une condamnation, pour faux et usage de faux, pour complicité d'escroquerie, ça dépendra du juge. Et les enfants? Bastien a pris ma main. Les enfants sont chez nous. Chez nous? Oui. Louis a appelé une voisine. Elle les a récupérés à l'école et les a amenés chez nous. Ils sont avec ta sœur Mathilde. Elle est venue dès que je l'ai appelée. Ma sœur, je ne l'avais pas vue depuis des mois. Elle avait laissé tomber tout ce qu'elle faisait pour venir aider. Ils savent? Pour leur mère? Non. Louis ne veut pas qu'ils sachent. Pas encore. À cet instant, la porte d'une salle s'est ouverte. Louis s'est sorti, accompagné d'un policier. Il avait l'air épuisé, vidé. Ses yeux étaient rouges. Je me suis levée d'un bond et je suis allée vers lui. Je l'ai pris dans mes bras. Il s'est effondré contre moi. « Maman, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? » Chut, ne dis rien, ça va aller. Non, rien ne va plus. Ma femme est une menteuse, une criminelle. Mes enfants vont grandir sans mère. Tes enfants ont un père qui les aime, un père qui a été aveugle, un père qui a failli détruire ses propres parents. Bastien s'est approché, il a posé sa main sur l'épaule de Louis. Un père qui a eu le courage de faire le bon choix au bon moment. Louis a relevé la tête. « Oh, tu crois? J'en suis certain. » Le policier s'est avancé. « Monsieur Navarro, vous pouvez rentrer. On vous recontactera pour la suite de la procédure. Et ma femme? Elle reste en garde à vue pour l'instant. Le procureur décidera demain. » Louis a hoché la tête, abattu. Nous sommes sortis tous les trois dans la nuit froide. Le vent soufflait sur l'avenue. Des lumières de Noël commençaient à apparaître dans les vitrines. Noël, dans un mois. Comment allions-nous fêter Noël cette année? Nous avons pris un taxi jusqu'à la maison. Pendant tout le trajet, Louis n'a pas dit un mot. Il fixait la vitre, perdu dans ses pensées. Quand nous sommes arrivés, Emma et Jules dormaient déjà. Ma sœur Mathilde les avait couchés dans l'ancienne chambre de Louis, celle que j'avais gardée intacte toutes ces années. « Ils ont été sages ?» a demandé Louis d'une voix éteinte. « Adorables », a répondu Mathilde. Emma a demandé où était sa maman.
Je lui ai dit qu'elle avait dû partir pour le travail, qu'elle reviendrait bientôt. Louis s'est mordu la lèvre. Merci Mathilde. Ma sœur l'a embrassé sur la joue. Courage, Louis. Vous allez traverser cette épreuve. Ensemble. Elle est partie après m'avoir serré longuement dans ses bras. Nous nous sommes retrouvés tous les quatre dans le salon. Bastien, Louis, moi, et le poids du silence. Qu'est-ce que je vais leur dire? A murmuré Louis. Quand ils vont demander où est leur mère? La vérité, a répondu Bastien, adapté à leur âge. Mais la vérité. Comment on dit à un enfant de 4 ans que sa mère est en prison? On ne le dit pas comme ça. On dit que maman a fait une erreur, une grosse erreur, qu'elle doit en assumer les conséquences. Louis a secoué la tête. Ils vont me détester. Non, ai-je dit. Ils vont comprendre. Pas tout de suite, mais un jour. Et si Chloé va en prison, si elle est condamnée, alors on sera là. Pour toi, pour eux. Louis a levé les yeux vers moi. Après tout ce que je vous ai fait, vous seriez encore là? Tu es notre fils, Louis. On ne t'abandonnera jamais. Il s'est levé. Il est allé voir ses enfants qui dormaient paisiblement. Je l'ai suivi. Je l'ai regardé observer Emma et Jules, leurs petits visages innocents dans le sommeil. Ils méritent mieux que ça, a-t-il murmuré. Alors sois meilleur. Pour eux. Il s'est tourné vers moi. Les larmes coulaient sur ses joues. Je ne sais pas si je peux. Tu peux. Parce que tu as quelque chose que Chloé n'a jamais eu. Quoi? Des parents qui t'aiment. Inconditionnellement. Il m'a serré dans ses bras. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que mon fils était vraiment revenu. Les jours qui ont suivi ont été étranges. Comme si le temps s'était arrêté. Louis et les enfants sont restés chez nous. L'appartement était petit, mais on s'est organisé. Emma et Jules dormaient dans l'ancienne chambre de Louis. Louis dormait sur le canapé du salon. Le matin, je préparais le petit déjeuner pour tout le monde. Des tartines beurrées pour Jules, des céréales pour Emma, du café noir pour Louis, qui n'avait presque pas dormi. Bastien emmenait Emma à l'école. Moi, je gardais Jules à la maison. On jouait aux cartes, on regardait des dessins animés, on faisait des gâteaux. Jules ne posait pas de questions. Il était trop petit pour comprendre. Il disait juste parfois « Quand maman revient ?» Et je répondais « Bientôt, mon chéri, bientôt. » Emma, elle, savait que quelque chose n'allait pas. Elle était plus silencieuse que d'habitude. Elle observait son père avec des yeux inquiets. Un soir, pendant que je bordais son lit, elle m'a demandé « Grand-mère, papa et maman vont divorcer ?» Mon cœur s'est serré. « Pourquoi tu me demandes ça ?»« Parce que papa pleure la nuit. Je l'entends. » J'ai caressé ses cheveux. Parfois, les grandes personnes traversent des moments difficiles. Comme Léa à l'école, ses parents ont divorcé. Maintenant, elle a 2 maisons. Peut-être, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que parfois, il vaut mieux être séparés et en paix qu'ensemble et malheureux. Elle a réfléchi un moment. Moi, je veux juste que papa arrête de pleurer. Il va arrêter. Je te le promets. Je l'ai embrassé sur le front et j'ai éteint la lumière. En sortant de la chambre, j'ai croisé Louis dans le couloir. Il avait entendu. « Je suis un mauvais père », a-t-il murmuré. « Non, tu es un père qui souffre. Ce n'est pas la même chose. Elle ne devrait pas me voir comme ça. Au contraire, elle apprend que les hommes aussi ont le droit de pleurer. » Louis a esquissé un sourire triste. « Quand est-ce que je suis devenu aussi faible? »« Tu n'es pas faible, tu es humain. » Pendant ce temps, Bastien continuait ses démarches. Il était en contact constant avec le commissariat, avec Maître Blanchard, avec les services juridiques. Une semaine après l'arrestation de Marc Verneuil, le procureur a convoqué Chloé. Louis a voulu y aller. Il voulait la voir, lui parler. « Tu es sûr ?» lui ai-je demandé. « Il faut que je comprenne. Pourquoi elle a fait ça ?» Parfois, il n'y a pas de réponse qui satisfait. Je sais, mais j'ai besoin de l'entendre, de sa bouche. Bastien l'a accompagné. Je suis resté avec les enfants. Ils sont revenus 2 heures plus tard. Louis avait l'air encore plus abattu qu'avant. « Alors ?» ai-je demandé quand les enfants sont allés jouer dans leur chambre. Louis s'est assis lourdement à la table de la cuisine. Elle a tout avoué. Tout. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il a pris une grande inspiration. Elle a rencontré Marc il y a 1 an, dans une salle de sport. Il était charmant, attentionné. Il lui parlait pendant des heures. Il l'écoutait. Et toi? Moi, j'étais trop occupée par mon travail, par mes projets. Je ne la voyais plus. Ce n'est pas une excuse. Je sais, mais c'est une explication. Il a continué. Marc lui a parlé du Canada, de sa vie là-bas, de ses affaires.
Il disait qu'il cherchait quelqu'un pour l'accompagner, quelqu'un d'intelligent, de beau. Il la manipulait, évidemment, mais elle ne le voyait pas, elle était aveuglée. Et pour le studio, Marc lui a dit que c'était facile, qu'il connaissait un promoteur, qu'il suffirait de falsifier une signature, que personne ne vérifierait, que vous étiez trop vieux pour vous en apercevoir. Ces mots m'ont blessé comme une lame de couteau. Trop vieux. Encore ces mots. Elle a accepté. Louis a hoché la tête. Elle a falsifié la signature de papa. Elle a apporté les documents au notaire. Elle pensait vraiment que l'argent serait pour nous, pour notre départ. Mais Marc avait d'autres plans. Oui, Marc voulait l'argent pour lui, pour rembourser ses propres dettes. Il est endetté jusqu'au cou. Des dettes de jeu, des dettes envers des gens dangereux. Bastien est intervenu. Marc Verneuil est un escroc professionnel. Il a déjà été condamné 2 fois. Une fois pour abus de confiance, une fois pour escroquerie. Chloé le savait? Non, elle ne savait rien. Elle a tout découvert quand la police l'a arrêtée. Louis s'est passé la main sur le visage. Elle pleurait. Elle me suppliait de lui pardonner. Elle disait qu'elle avait été stupide, qu'elle m'aimait encore, qu'elle voulait revenir. Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Louis a levé les yeux vers moi. Son regard était vide. Je lui ai dit que c'était trop tard. Le silence est retombé. Qu'est-ce qui va lui arriver? Ai-je demandé doucement. Le procureur propose un accord. Si elle témoigne contre Marc, si elle collabore, elle aura une peine avec sursis. Pas de prison ferme. C'est une bonne nouvelle. Pour les enfants. Oui, mais même avec le sursis, notre mariage est fini. Tu vas demander le divorce? Je n'ai pas le choix. Comment je pourrais rester avec quelqu'un qui a voulu détruire mes parents? Qui m'a trahi? Qui m'a menti pendant des mois? Il avait raison. Bien sûr qu'il avait raison. Mais mon cœur de mère pleurait quand même. Pour ces 2 enfants qui grandiraient sans leur mère à la maison. Pour cette famille brisée. Les semaines ont passé. Décembre est arrivé avec ses lumières de Noël et ses vitrines décorées. Emma et Jules avaient repris leurs habitudes. L'école, les devoirs, les jeux. Louis, lui, essayait de reconstruire. Il avait commencé une thérapie. Il parlait, il pleurait, il avançait. Un soir, il est venu me trouver dans la cuisine. Je préparais le dîner. « Maman? Oui, mon chéri? Je voudrais te dire quelque chose. » Il s'est assis à la table. Ses mains tremblaient légèrement. J'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines, à ce que j'ai fait, à ce que j'ai dit. « Louis? Non, laisse-moi finir. S'il te plaît. » J'ai hoché la tête. Pendant des années, j'ai cru que papa était un homme faible, sans ambition, sans importance. Il a pris une grande inspiration. Et j'ai eu honte de lui, honte de nous, de notre petit appartement, de notre vie simple. Je sais. Quand j'ai épousé Chloé, quand j'ai réussi professionnellement, j'ai cru que j'étais devenu quelqu'un de mieux, quelqu'un de plus important. Et maintenant, je sais que je me trompais. Papa est l'homme le plus fort que je connaisse. Il a travaillé toute sa vie dans un métier difficile. Il a aidé des gens. Il m'a protégée sans que je le sache. Les larmes coulaient sur ses joues. Et toi, maman, tu as toujours été là, discrète, aimante, patiente. Louis, j'ai voulu vous prendre votre dignité, votre maison, vos souvenirs, pour de l'argent, pour impressionner une femme qui me mentait. Il s'est levé. Il est venu vers moi. Je ne pourrai jamais réparer ce que j'ai fait, mais je veux essayer. Je veux être un homme comme papa, un homme intègre, un homme bon. Je l'ai pris dans mes bras. Tu es déjà en train de le devenir. Tu crois? J'en suis sûre. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis des mois. Le lendemain matin, Bastien m'a réveillée avec une tasse de thé. Luna? Il faut que je te dise quelque chose. Je me suis redressée dans le lit. Quoi? J'ai pris une décision. Quelle décision? Il s'est assis à côté de moi. Le studio de Vanves. Je vais le donner à Louis. Quoi? Mais, attends, laisse-moi expliquer. Il a pris ma main. Louis a besoin de reconstruire sa vie. Il va divorcer. Il va devoir trouver un nouveau logement pour lui et les enfants. Il va avoir des frais d'avocat, des frais de garde. Je sais, mais ce studio, on n'en a pas besoin. On a nos retraites. On a cet appartement. On n'a jamais eu besoin de grand-chose. Bastien. Mais Louis, lui, il en a besoin. Et surtout, Emma et Jules en ont besoin. J'ai senti les larmes monter. Tu es sûr? Certain. C'est la bonne chose à faire. Et si Louis refuse? Par fierté? Bastien a souri.
Il n'aura pas le choix. Je ne lui demande pas son avis. Je le fais, c'est tout. Tu es un homme bon, Bastian Navarro. Non. Je suis juste un père qui aime son fils. Malgré tout. Ce soir-là, quand Louis est rentré du travail, Bastian lui a annoncé sa décision. Louis a d'abord refusé. Catégoriquement. Papa, non, je ne peux pas accepter. Pas après ce que j'ai fait. Ce n'est pas une faveur, c'est un héritage anticipé. Mais, Louis, Bastian a posé ses mains sur les épaules de son fils. Tu as fait des erreurs, grosses erreurs, mais tu as aussi eu le courage de les reconnaître, de porter plainte contre Marc, de protéger ta famille. Ce n'est pas suffisant, peut-être pas, mais c'est un début. Et ce studio, c'est notre façon de te dire qu'on croit en toi, qu'on croit en l'homme que tu deviens. Louis s'est effondré en larmes dans les bras de son père. Je ne mérite pas des parents comme vous. Personne ne mérite ses parents, Louis. On les a, c'est tout, et on fait avec. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai entendu Louis rire avec ses enfants. Ils jouaient aux cartes dans le salon. Emma trichait. Jules protestait. Louis arbitrait avec un faux sérieux. Je les regardais depuis la cuisine en essuyant mes larmes. Bastian est venu me rejoindre. Il m'a entouré de ses bras. Tu vois, tout finit par s'arranger. Tu crois? J'en suis sûre. Et Chloé? Qu'est-ce qui va lui arriver? Elle va plaider coupable. Elle aura sa peine avec sursis. Elle devra rembourser une partie des frais. Elle perdra la garde des enfants. Louis aura la garde principale. C'est triste, pour elle. C'est la conséquence de ses choix. Je sais, mais quand même, elle était notre belle-fille, la mère de nos petits-enfants. Bastian m'a embrassé sur le front. Tu as toujours eu un cœur trop grand, Luna. C'est un défaut? Non, c'est ce qui fait de toi la femme que j'aime. Nous sommes restés comme ça, enlacés, à regarder notre fils jouer avec ses enfants. Et j'ai compris quelque chose. La justice n'est pas toujours spectaculaire. Elle n'est pas toujours immédiate. Parfois, la justice, c'est juste un homme qui se lève chaque matin et essaie d'être meilleur que la veille. C'est une mère qui pardonne sans oublier. C'est une famille qui se reconstruit, pierre par pierre. C'est un vieil appartement qui devient un refuge. Et c'est un carnet en cuir marron, rangé dans un tiroir, qui ne servira plus jamais. 3 mois ont passé. Noël est venu et reparti. Nous l'avons célébré tous ensemble dans notre petit appartement. Emma et Jules ont ouvert leurs cadeaux sous le sapin que Bastian avait installé près de la fenêtre. Louis a souri. Un vrai sourire. Celui que je ne lui avais pas vu depuis des années. Chloé n'était pas là. Elle avait accepté de passer les fêtes chez sa mère, à Lyon. Le juge lui avait accordé un droit de visite limité, un week-end sur 2, et toujours sous surveillance. En janvier, le procès de Marc Verneuil a eu lieu. Louis a témoigné. Chloé aussi. Marc a été condamné à 4 ans de prison ferme, escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, tentative d'extorsion. Quand le verdict est tombé, j'ai vu Chloé dans la salle d'audience. Elle était assise seule, au fond. Elle pleurait silencieusement. Elle avait maigri. Ses cheveux étaient ternes. Son regard était vide. J'ai hésité, puis je me suis levée. Je suis allée vers elle. Chloé. Elle a levé les yeux vers moi. Elle avait l'air terrifiée. Luna, je ne suis pas venue pour te juger. Alors pourquoi? Pour te dire quelque chose. Je me suis assise à côté d'elle. Tu as fait des choses terribles. Tu as menti. Tu as trahi. Tu as failli détruire une famille. Elle a baissé la tête. Je sais. Mais tu es aussi la mère d'Emma et de Jules. Et ils t'aiment. Malgré tout, je ne mérite pas leur amour. Peut-être pas. Mais tu l'as quand même. Elle a relevé la tête. Ses yeux étaient remplis de larmes. Qu'est-ce que je dois faire? Reconstruire. Petit à petit. Être présente pour tes enfants. Les week-ends où tu les as. Leur montrer que tu peux changer. Et s'ils me détestent? Ils ne te détestent pas, ils sont juste blessés. Comme nous tous. Louis ne me pardonnera jamais. Non, probablement pas. Mais tu n'as pas besoin de son pardon pour être une bonne mère. Elle a essuyé ses larmes. Pourquoi tu es gentille avec moi? Après tout ce que je vous ai fait? Parce que la haine ne mène nulle part. Et parce que la vie t'a déjà puni. Puni? Tu as perdu ton mari, ta famille, ta réputation. Tu vis avec la honte, avec les regrets. J'ai pris sa main. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne, Chloé. Tu as donné du mensonge, tu as reçu de la solitude. Elle a hoché la tête, les lèvres tremblantes. Je suis désolée, vraiment désolée. Je sais, je me suis levée. J'allais partir, mais elle m'a retenue.
Luna? Oui? Est-ce que tu pourrais dire à Emma et Jules que je les aime, que je pense à eux tous les jours? Je le leur dirai. Je suis partie sans me retourner. Quand j'ai rejoint Bastien et Louis dans le couloir, ils m'ont regardé avec surprise. Tu lui as parlé? A demandé Louis. Oui. Pourquoi? Parce que c'était nécessaire. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que la vie l'avait déjà punie, et que c'était à elle maintenant de décider qui elle voulait devenir. Louis est resté silencieux un moment, puis il a murmuré « Tu es plus forte que moi, maman. » Non, je suis juste plus vieille, et j'ai compris que la vengeance ne sert à rien. Les semaines ont continué à défiler. Louis a trouvé un nouvel appartement, pas très grand, mais lumineux. 2 chambres pour les enfants, un balcon avec vue sur un square. Il a utilisé l'argent du studio de Vanves que Bastien lui avait donné pour payer le dépôt de garantie et quelques meubles. Emma et Jules ont décoré leur chambre. Des posters au mur, des jouets partout, des rires qui résonnaient. Un dimanche après-midi, Louis est venu nous voir, seul. « Les enfants sont avec Chloé ?» ai-je demandé. « Oui, c'est son week-end. Comment ça se passe ?» Louis a haussé les épaules. « Mieux que je pensais. Elle fait des efforts. Elle les emmène au parc, au cinéma. Elle leur parle. Vraiment. C'est bien. Oui, mais c'est étrange aussi. » Étrange comment? J'ai passé 8 ans avec elle, et je ne l'ai jamais vraiment vue. Je ne savais pas qui elle était vraiment. Il s'est assis à la table de la cuisine. Maintenant que tout est fini, j'ai l'impression de la découvrir. Et qu'est-ce que tu vois? Une femme perdue, fragile, qui a fait des choix terribles parce qu'elle avait peur. Peur de quoi? De vieillir, de ne plus être désirable, de ne plus avoir d'importance. Il a soupiré. Marc lui a fait croire qu'elle était spéciale, qu'elle méritait mieux, qu'elle pouvait tout recommencer. Et elle l'a cru. Oui. Parce que je ne lui disais plus ces choses-là. Parce que j'étais trop occupée à construire ma carrière, à impressionner mes clients, à gagner de l'argent. Ce n'est pas une excuse. Je sais, mais c'est une explication. Bastien est entré dans la cuisine. Il a écouté la fin de la conversation. « Louis, tu ne peux pas porter la responsabilité de ces choix. Je sais, papa, mais je peux porter la responsabilité des miens. Qu'est-ce que tu veux dire ?» Louis a pris une grande inspiration. « Je veux dire que j'ai aussi fait des erreurs. J'ai voulu vous dépouiller. J'ai été aveugle, arrogant. Tu as changé. Oui, parce que la vie m'a montré qui j'étais vraiment. Un homme ordinaire, avec des faiblesses, des peurs. » Il a regardé son père droit dans les yeux. « Comme toi, papa. Finalement, je suis comme toi. » Bastien a souri. Un sourire ému. « Il m'a fallu 43 ans pour que tu me dises ça. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Sois meilleur. » En mars, nous avons appris que Chloé avait trouvé un travail. Secrétaire dans un cabinet médical. Un petit salaire, mais un travail honnête. Elle avait aussi commencé une thérapie. Elle parlait. Elle pleurait. Elle avançait. Un jour, elle a appelé Louis. « Je voulais te remercier. » « Me remercier? Pourquoi? » « Pour ne pas avoir demandé que je perde totalement mes droits parentaux. Tu es leur mère, Chloé. Malgré tout. » « Je sais, et je vais essayer d'être à la hauteur. »« Bien. » Un silence. « Louis? Oui? Est-ce qu'un jour, tu pourras me pardonner? » Louis a pris son temps avant de répondre. « Je ne sais pas. Peut-être, mais ce n'est pas pour tout de suite. Je comprends. Par contre, je peux te dire une chose. »« Quoi? » ?»« Je ne te déteste pas. C'est déjà quelque chose. » Ils ont raccroché. Louis m'a raconté cette conversation le soir même. « Tu as bien fait, lui ai-je dit. »« Tu crois? » ?»« Oui, parce que la haine empoisonne. Et tu as déjà perdu assez de temps à être empoisonné. » En avril, quelque chose d'étrange s'est produit. J'étais au marché de Sèvres, en train d'acheter des légumes. J'ai entendu une voix derrière moi. « Luna ?» Je me suis retournée. C'était Maître Renard, l'avocat de Louis, celui qui était venu chez nous avec ses documents et ses menaces. Il avait l'air gêné. « Bonjour, Maître Renard. Je voulais vous dire quelque chose. Je vous écoute. » Il a pris une grande inspiration. « Je suis désolé pour ce que j'ai fait, pour la façon dont j'ai agi. Vous faisiez votre travail. » Non, je faisais plus que mon travail. J'ai encouragé Louis à aller loin, trop loin, parce que je voulais mes honoraires. Il a baissé les yeux. J'ai appris ce qui s'était passé, avec Marc Verneuil, avec Chloé. Et j'ai compris que j'avais failli participer à une arnaque. Vous ne saviez pas. C'est mon métier de savoir, de vérifier, et je ne l'ai pas fait. Et maintenant,
Maintenant, j'ai démissionné du cabinet où je travaillais. Je me suis installée seule, et je n'accepte plus de dossiers où des familles se déchirent. Pourquoi me racontez-vous tout ça? Il a levé les yeux vers moi. Parce que j'ai besoin que vous sachiez que ce qui s'est passé m'a changé. La vie a une drôle de façon de nous enseigner, n'est-ce pas? Oui, une façon brutale, mais efficace. Il a serré ma main. Prenez soin de vous, Madame Navarro, et de votre famille. Vous avez quelque chose de rare. Quoi donc? De la dignité. Il est parti. Je suis rentrée chez moi avec mes légumes et cette étrange sensation. La sensation que la vie, lentement, remettait les choses à leur place. Marc Verneuil était en prison. Chloé vivait avec ses regrets. Louis reconstruisait. Maître Renard avait changé de vie. Et nous, Bastien et moi, nous continuions notre vie tranquille. Un soir de mai, alors que nous étions assis sur notre balcon, j'ai dit à Bastien, « Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Que la vie finirait par rendre justice? » Oui, tu avais raison. Je sais. Il a pris ma main. Mais ce n'est pas moi qui ai rendu justice. C'est la vie elle-même. Comment ça? Marc est en prison. Mais ce n'est pas moi qui l'ai mis là. Ce sont ses propres choix. Chloé est seule. Mais ce n'est pas moi qui l'ai isolée. C'est son mensonge. Louis a perdu sa femme. Mais ce n'est pas moi qui l'ai quitté. C'est sa propre aveuglement. Il a regardé le ciel qui prenait des teintes orangées. La vraie justice, ce n'est pas celle qu'on impose. C'est celle que la vie impose. Naturellement. Simplement. Et nous, on a juste attendu. Et on a aimé. Cette nuit-là, j'ai rêvé de Louis enfant. De ses premiers pas. De son premier jour d'école. Et j'ai compris que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant, ce n'est pas de le protéger de tout. C'est de lui apprendre à se relever. 1 an. Il a fallu 1 an pour que tout se stabilise vraiment. Louis a officiellement divorcé en septembre. Une procédure simple, sans combat. Chloé a accepté tous les termes. La garde principale des enfants pour Louis. Un week-end sur 2 pour elle. Une pension alimentaire raisonnable. Le jour où le jugement est tombé, Louis n'a pas célébré. Il est juste venu chez nous, s'est assis dans le salon et a dit « C'est fini. Comment tu te sens ?» ai-je demandé. Soulagé, triste, les deux à la fois. C'est normal. Emma et Jules se sont adaptés, mieux que ce qu'on aurait cru. Les enfants sont résilients. Ils ont cette capacité extraordinaire de continuer à vivre, même quand le monde des adultes s'effondre autour d'eux. Emma m'a dit un jour « Grand-mère, je sais que maman a fait des bêtises, mais elle reste ma maman. Tu as raison, ma chérie. Papa dit qu'on peut aimer quelqu'un et ne pas être d'accord avec ce qu'il fait. Ton papa est un homme sage. » Jules, lui, était plus simple. Il disait « J'ai 2 maisons maintenant. C'est cool. » Et il continuait à jouer. En octobre, nous avons reçu une lettre de Marc Verneuil, envoyée de la prison de Fleury-Mérogis. Bastien l'a ouverte. Il l'a lue en silence. Puis, il me l'a tendue. « Monsieur Navarro, je vous écris du fond de ma cellule. Je sais que vous n'attendez rien de moi, que mes excuses ne changeront rien. Mais je voulais vous dire que j'ai compris quelque chose. Pendant toutes ces années, j'ai cru que l'argent était la solution à tout, que si j'en avais assez, je serais heureux, respecté. J'avais tort. L'argent n'a fait que m'enfoncer. Toujours plus bas. Aujourd'hui, je paie le prix de mes choix. 4 ans de prison. 4 ans pour réfléchir à l'homme que je suis devenu. Vous aviez tout ce que je cherchais. Pas l'argent, pas le pouvoir, mais la dignité, l'intégrité, une famille qui vous respecte. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je vous demande juste de savoir que vous m'avez enseigné quelque chose, que la vraie richesse n'est pas celle qu'on accumule, c'est celle qu'on donne. Respectueusement, Marc Verneuil-Bastien a replié la lettre soigneusement. « Qu'est-ce que tu en penses ?» ai-je demandé. « Je pense qu'il commence à comprendre. Peut-être. Tu vas lui répondre ? » « Non. » « Pourquoi ? Parce que ce n'est pas à moi de le sauver. C'est à lui de se sauver lui-même. » Il a rangé la lettre dans le vieux carnet en cuir, celui qu'il n'avait plus ouvert depuis des mois. En novembre, nous avons célébré l'anniversaire d'Emma. 8 ans. Une petite fête dans notre appartement. Louise était là. Chloé aussi. Pour la première fois depuis le divorce, ils étaient dans la même pièce. C'était étrange, tendu, mais respectueux. Emma soufflait ses bougies. Jules criait trop fort. Bastien prenait des photos avec son vieux téléphone. Et j'ai regardé cette scène, cette famille brisée mais debout, cette famille imparfaite mais aimante,
Chloé est venue me voir dans la cuisine. Luna, merci. Pourquoi? Pour avoir accepté que je vienne. Je sais que ce n'était pas évident. Tu es la mère d'Emma et Jules. Tu as ta place ici. J'ai détruit tellement de choses. Oui, mais tu peux aussi en construire de nouvelles. Elle a essuyé une larme. Tu sais ce qui est le plus dur? Quoi? Vivre avec mes regrets. Me réveiller chaque matin et savoir que j'ai tout gâché. Alors fais quelque chose de cette douleur. Comment? Deviens la mère que tu aurais dû être depuis le début. Elle a hoché la tête. J'essaie. Tous les jours. C'est tout ce qu'on peut faire. Essayez. Un soir de décembre, alors que la première neige tombait sur Paris, Louis est venu dîner chez nous. Seul. Les enfants étaient chez Chloé. Après le repas, nous sommes restés tous les trois dans le salon. Le feu crépitait dans la cheminée. « Papa ?» a dit Louis. « Oui, je voulais te remercier. » « Pourquoi ?»« Pour cette photo, celle que tu m'as montrée ce soir-là. Quand j'ai déchiré vos papiers, Bastien a souri. Tu t'en souviens? Comment je pourrais oublier ?» Louis a baissé les yeux. « Quand tu m'as montré que tu étais huissier de justice, j'ai compris. » « Compris quoi? Que je n'avais aucune idée de qui tu étais vraiment. Que j'avais passé ma vie à te juger sans te connaître. Et maintenant ?» Louis a relevé la tête. « Maintenant, je sais qui tu es. Un homme qui a protégé sa famille en silence. Un homme qui a fait un métier difficile avec dignité. Un homme qui m'a sauvé de moi-même. » Bastien a posé sa main sur l'épaule de son fils. « Tu sais ce qui me rend fier? Quoi? Ce n'est pas que tu aies compris qui je suis. C'est que tu aies compris qui tu veux être. » Louis a souri à travers ses larmes. Cette nuit-là, après que Louis soit parti, Bastien et moi sommes restés enlacés sur le canapé. « Tu te souviens de ce terrible dîner ?» ai-je murmuré. « Comment l'oublier? Si on m'avait dit qu'1 an plus tard, on serait là, ensemble, avec Louis qui nous respecte. Je ne l'aurais pas cru. Moi non plus. Qu'est-ce qui a changé ?» Bastien a réfléchi un moment. La vérité a changé tout. Quelle vérité? Que l'amour ne suffit pas, qu'il faut aussi le respect, la dignité, l'honnêteté. Il m'a embrassé sur le front. Et que parfois, pour sauver ceux qu'on aime, il faut les laisser tomber. Tu as raison. Nous sommes restés silencieux, bercés par le crépitement du feu. Et j'ai pensé à toutes ces femmes qui m'écoutent, à toutes ces femmes qui vivent des trahisons, des douleurs, des renoncements, à toutes ces femmes qui se demandent si elles doivent pardonner, si elles doivent se battre, si elles doivent partir. Et j'ai compris que chaque histoire est unique, mais qu'il y a une vérité universelle. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Aujourd'hui, j'ai 72 ans. Cela fait 2 ans que cette histoire a commencé. 2 ans depuis ce terrible dîner où mon fils a déchiré nos papiers et où tout a basculé. 2 ans. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir vécu une vie entière. Louis vit maintenant dans son appartement avec Emma et Jules. Il a refait sa vie. Pas une nouvelle femme, pas encore, mais une nouvelle façon de voir le monde. Il vient nous voir tous les dimanches. Il apporte des croissants. On déjeune ensemble. On parle, on rit. Les enfants appellent notre appartement la maison des grands-parents. Ils y ont leurs repères, leurs jouets, leurs habitudes. Emma veut devenir avocate, pour défendre les gens qui n'ont pas de voix, dit-elle. Jules veut être pompier, pour sauver tout le monde. Ils portent en eux les leçons de cette histoire, sans même le savoir. Chloé a reconstruit sa vie aussi, à sa manière. Elle a trouvé un petit studio à Montreuil. Elle travaille toujours au cabinet médical. Elle voit ses enfants régulièrement. Elle ne sera jamais mon amie, mais elle n'est plus mon ennemie non plus. Elle est juste une femme qui a fait des erreurs et qui essaie, chaque jour, d'être meilleure. La dernière fois qu'elle est venue chercher les enfants, elle m'a dit « Luna, je sais que je ne pourrai jamais réparer ce que j'ai fait, mais je veux que vous sachiez quelque chose. » « Quoi ? Vous m'avez montré ce qu'est la dignité. » « Comment ça ? Vous auriez pu me détruire, me haïr, m'empêcher de voir mes enfants. Mais vous ne l'avez pas fait. Ce n'est pas à moi de te punir, Chloé. La vie s'en est chargée, justement. C'est ça que j'ai compris, que la vraie force, ce n'est pas de frapper, c'est de pardonner. Elle m'avait traité de folle ce soir-là, quand tout a commencé. Des années plus tard, j'ai retrouvé ce même regard vide dans un couloir d'hôpital. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Marc Verneuil est sorti de prison il y a 3 mois. Il purge maintenant le reste de sa peine en liberté conditionnelle. Il travaille dans une association qui aide les détenus à se réinsérer. Il nous a envoyé une carte à Noël. Juste quelques mots.
Merci de m'avoir montré ce qu'est un homme digne. Bastien n'a pas répondu, mais il a gardé la carte. Pourquoi tu la gardes? Lui ai-je demandé. Parce que c'est la preuve que personne n'est perdu. Vraiment perdu. Tu crois qu'il a changé? Je crois qu'il essaie, et c'est déjà quelque chose. Bastien et moi, nous continuons notre vie tranquille. Notre petit appartement avec vue sur le tilleul. Nos promenades au parc Georges Brassens. Nos cafés du matin. Le vieux carnet en cuir est toujours dans le tiroir du bureau. Mais Bastien ne l'ouvre plus. Il n'en a plus besoin. Tous ces secrets que tu as gardés pendant des années, tu regrettes? Lui ai-je demandé un soir. Non. Pourquoi? Parce que ces secrets ont protégé Louis, jusqu'au jour où il a été assez fort pour connaître la vérité. Et s'il n'avait jamais été assez fort, Bastien a souri. Il l'est devenu, grâce à la chute. Parfois, on ne grandit que quand on tombe. Il y a quelques jours, Louis m'a appelé. « Maman, j'ai quelque chose à te dire. »« Quoi, mon chéri ?»« J'ai inscrit Emma à un cours de théâtre. Elle adore. C'est merveilleux. Et hier soir, elle m'a raconté l'histoire qu'il travaille à en classe. Quelle histoire? L'histoire d'une grand-mère qui raconte sa vie, qui transmet sa sagesse. Il a marqué une pause. Ça m'a fait penser à toi. À moi? Oui, je me suis dit que tu devrais écrire ton histoire, la raconter pour Emma, pour Jules, pour toutes ces femmes qui traversent ce que tu as traversé. Je ne suis pas écrivain, Louis. Tu n'as pas besoin d'être écrivain. Tu as juste besoin d'être honnête. Ces mots m'ont touché profondément. Alors, voilà. J'ai raconté mon histoire, celle que j'ai gardée pour moi pendant trop longtemps. L'histoire d'un fils qui a voulu détruire ses parents, d'une belle-fille qui a menti, d'un mari qui a protégé en silence, et d'une mère qui a appris que l'amour sans dignité n'est pas de l'amour. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Si elle aide une mère à comprendre que parfois il faut laisser ses enfants tomber pour qu'ils apprennent à se relever, alors j'aurai réussi. Si elle montre qu'on peut pardonner sans oublier, aimer sans se soumettre et qu'on peut traverser la pire des trahisons et en ressortir plus fort, alors chaque mot aura valu la peine. La justice n'est pas toujours spectaculaire, elle n'est pas toujours immédiate, mais elle arrive. Toujours. La vie est une balance. Ce que vous donnez, vous le recevez. En bien ou en mal. Aujourd'hui, quand je regarde Bastien assis dans son fauteuil, son journal à la main, son café qui refroidit sur la table, je me dis que j'ai eu de la chance. La chance d'avoir épousé un homme intègre, un homme discret, un homme qui m'a appris que la vraie force n'est pas dans la voix qu'on élève, mais dans la dignité qu'on garde. Et quand je regarde Louis jouer avec ses enfants, je me dis que tout ce qu'on a traversé en valait la peine, parce qu'il est devenu l'homme qu'il aurait toujours dû être. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.